avec l'amour maternel, la vie, à l'aube, vous fait une promesse qu'elle ne tiendra jamais. Cette promesse d'être célèbre, Romain Gary tenta de la tenir, en étant successivement aviateur, romancier, diplomate, cinéaste, auréolé de gloire, tout semble sourire à cet homme. Et pourtant, le 2 décembre 1980, malheureux toute sa vie, il se suicide. Sa mère est morte avant de voir sa promesse tenue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, si Monsieur Nicolas Niorangina se tient devant vous aujourd'hui, c'est pour tenir une promesse, cette promesse qu'il avait faite lui aussi à sa mère, et ne pas, comme Romain Gary, avoir une vie pleine de regrets. Monsieur Niorangina n'a jamais connu son père, c'est sa mère qui s'est occupée de lui, l'a élevé, l'a vu grandir, seul, jusqu'à son 10e anniversaire, où lui est présenté un homme, un inconnu, un étranger, un certain Justin Calva. On lui dit désormais qu'il devra l'appeler du nom de père. Mais cette appellation, il la refuse, il la nie, il la conteste. Plus son entourage forçait l'acceptation, plus il s'en éloignait. N'en voyant qu'un compagnon pour sa mère, les deux hommes ne semblaient pas avoir de lien, et pourtant ils semblaient liés. Voulant sortir de ce carcan, il décide de s'exiler dans un pensionnat. Il est obligé de s'éloigner de cette mère qu'il aime tant. Là-bas, Justin Calva continue d'exercer son emprise, en interrompant de manière fréquente sa participation aux frais de scolarité, au nom d'un soi-disant manque d'amour. La mère, qui ne voit rien, décide de renforcer les liens entre les deux hommes. Nicolas ne proteste pas, il s'enferme dans un silence, dicté par l'amour filial. Mais, soudain, arrive ce qu'il a toujours redouté. Madame sa mère, Madame Niorangina, est morte. Madame se meurt, Madame est morte, s'écrie Bossuet. Affligé, malheureux, meurtri, il porte le soleil noir de la mélancolie. Ainsi, demain dès l'aube, où blanchit la campagne, il part, car voyez-vous, il sait qu'elle l'attend. Il va par les forêts et par les montagnes, il ne peut demeurer loin d'elle plus longtemps. La liberté. Il écrit son nom sur la cascade glacée du Khumbu, les chemins escarpés du Nangpala, les pics enneigés du Choyu et du mont Everest. Il sent son souffle sur les plaines arides et austères de l'Afghanistan. Cette liberté que sa mère n'a jamais eue, aujourd'hui, il la cherche en son nom. Heureux, la douleur du deuil s'estompe. Il décide de franchir une nouvelle étape dans sa quête de liberté totale. L'étape ultime avant de savourer son évasion. Il veut contester le lien de filiation, devenu obsolète et abscon. Mais M. Calva, obstiné, l'arrache à sa paisible quiétude et veut pouvoir continuer à lui dire « Je suis ton père ». Mais la justice, mère de tous les hommes, l'assiste dans sa quête. L'article 310-3 du Code civil dispose que la filiation peut se prouver par acte de notariété, constatant la possession d'État, ce qui, en l'espèce, est le cas. Selon l'article 311-1 du Code civil, l'établissement de la filiation est permis par la réunion de faits qui doit prouver le lien de parenté prétendu entre une personne et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'État répond à 3 critères. Le nomen, il désigne le nom dont l'enfant est dit issu. L'enfant doit avoir porté ce nom. Or, en l'espèce, M. Nicolas Niorangina n'a jamais porté le nom de Calva, car en effet, fier de ses origines maternelles, fier de sa mère, il n'a jamais voulu la renier. La possession d'État peut d'ores et déjà être contestée à la vue de ce premier critère. Puis en vient ensuite le tractatus. Oui, la personne doit avoir traité cette famille dont on l'a dit issue comme la sienne, et réciproquement. Cette famille doit la traiter comme un membre à part entière, en participant, comme tout parent, aux frais d'installation, d'entretien et d'éducation de la famille. M. Calva fait encore une fois défaut à un critère en manquant à plusieurs reprises à ses obligations financières concernant la scolarité de M. Niorangina.
De plus, je le répète, Nicolas n'a jamais traité M. Justin Calva comme son père. Sur ce point encore, une contestation sur la possession d'État peut être établie. Puis vient la fama, autrement dit la réputation. Si la société, si la famille, si l'autorité publique voient en cette personne un véritable père pour l'enfant. La fama, rien n'est moins sûr qu'elle. N'est-ce pas elle qui tua Didon en lui annonçant le départ d'Aîné ? Nec te decipiant stolidi mendestia vulgi, disait Virgile. Méfie-toi du mensonge de la foule. On lui montre qu'est-ce qu'elle veut voir. L'image d'une famille heureuse et unie. La voix de l'enfant a été étouffée. Il a été contraint au silence. Il n'eut comme seul droit que celui de subir. Subir ce père qu'il n'a jamais voulu. Subir ce père qui l'a séparé de sa propre mère. Subir ce père qui n'a jamais eu le comportement attendu en ne participant pas aux frais d'éducation, au nœud d'un odieux chantage. Preuve ultime qu'il était indigne de porter cette noble appellation qu'est celle de père. Et aujourd'hui, même si Nicolas est adulte, il est de nouveau victime de M. Calva. Il le prive d'une chose essentielle dans le pays des droits de l'homme, la liberté. À la vue de la caractérisation évidente de ces trois caractères, on tentera de m'opposer un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1988, qui estime que pour qu'une possession d'État soit établie, tous les critères ne doivent pas être obligatoirement tous réunis. Et comme le dispose un arrêt du 6 mars 1996, il n'est pas nécessaire que pour que tous les faits pris isolément aient existé pendant toute la période considérée. Soit, mais il faut tout de même la caractérisation d'un moins d'un caractère. Or, en l'espèce, comme je viens de le prouver, aucun des trois caractères n'a été prouvé. On tentera également d'avancer l'article 311-2 du Code civil, qui consacre le principe de continuité, qu'un arrêt du 3 mars 1992 de la première chambre civile de la Cour de cassation définit comme étant habituel, sans être isolé, précaire, passager ou intermittent. Or, en l'espèce, la participation de M. Calva aux frais de scolarité revêtait bien un caractère épisodique, car subordonné au bon vouloir de ce dernier et s'il se sentait aimé. Nous avons bien là, donc, une atteinte au principe de continuité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, la jurisprudence est peu abondante sur la contestation de la possession d'État. Une lacune que moi, que vous, avons le devoir de remplir, car en ayant à l'esprit un élément essentiel, non, aucun, absolument aucun arrêt de la Cour de cassation concernant ce type spécifique de litige n'a pris en compte l'intérêt de l'enfant, qui pourtant est la principale victime, le premier concerné, le premier touché. Consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'intérêt de l'enfant prévaut sur tout. Alors, si la France a ratifié la Convention de New York portant sur les droits des enfants, comment pouvons-nous encore aujourd'hui continuer d'ignorer l'intérêt de cet être vulnérable que pourtant la justice a le devoir de protéger? Dès sa tendre jeunesse, Nicolas aurait dû être attendu. Mais moi, mon petit Nicolas, je ne t'ai pas oublié. Et vous non plus, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, vous ne l'oublierez pas. Car mon contradicteur laissera l'image d'un Monsieur Calva en le présentant comme un père modèle dans une situation complexe face à un enfant ingrat. S'il est ce père modèle, pourquoi s'acharne-t-il ? Le seul lien qu'il y a entre lui et M. Nicolas Ni-Orangina était le père de ce dernier, et elle est morte. Alors pourquoi refuser à Nicolas la seule chose qu'il lui demande depuis toutes ces années ? Quousque tandem abutere patienta nostra, M. Calva. Jusqu'à quand abuseras-tu de notre patience ? Nous avons conscience de la violence que peut représenter cette contestation. Mais les deux hommes ne se sont pas parlé depuis des années. Ils n'entretiennent plus aucune relation et n'en ont jamais eu. Nicolas Ni-Orangina, je le répète, n'a jamais considéré M. Calva comme son père. M. Calva doit comprendre que M. Ni-Orangina a rompu avec son passé, que ses seules racines sont celles des montagnes, que ses seules racines sont celles des arbres dans les forêts qu'on abatte pour faire nos fascicules de TD, que sa seule maison sont les refuges de montagne, les temples bouddhistes, que ses nouvelles familles sont les Sherpas, les randonneurs, le Yéti et le Dalai Lama. Ainsi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, en vertu de l'article 330 et 335 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, prônant le respect de l'intérêt de l'enfant, nous contestons le lien de paternité pour non-respect des faits et de la possession d'État.
et ignorance de l'intérêt de l'enfant. Romain Gary disait de sa mère qu'elle avait des yeux où il faisait si bon vivre qu'il n'a jamais su aller depuis. Monsieur Ni-Orangina, dans les montagnes tibétaines et les steppes mongoles, erre dans sa quête de la liberté, à la recherche du visage de sa mère, qui, il fut un temps, a renoncé à sa propre liberté pour lui lisser la sienne. Laissons-lui faire ce pèlerinage.